Bonjour tout le monde, bienvenue à cette nouvelle émission du Paddock. Je suis Christian Gingras de ISQ Média en compagnie de Georges Hamel, mon co-animateur. Bonjour Georges. Bonjour Christian, bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler de F1. Donc, beaucoup de changements au calendrier pendant la saison 2021. Là, je ne voudrais pas être celui qui s'occupe du calendrier. Non, c'est un peu étourdissant. Un peu étourdissant. On va parler de beaux balados et de ce que vous pouvez voir sur YouTube qui est fait par la F1 pour les amateurs de F1. C'est vraiment intéressant. Et évidemment, on va parler des Grands Prix de Russie et de Turquie qui ont eu lieu récemment. Commencer par les changements au calendrier. Comme tu disais tantôt, c'est très étourdissant. On va faire un récapitulatif rapide. Il devait y avoir 23 courses au calendrier à l'origine. Dès le début de la saison, on a annulé le Grand Prix de Chine qui devait avoir lieu au mois d'avril, qui a été remplacé par le Grand Prix d'Émilie-Romagne à Imola. Tout ça, c'est réglé, ça a été fait. Le Grand Prix d'Australie qui devait avoir lieu en mars a été reporté en novembre et récemment a été complètement annulé. Ouais. Remplacé par le Grand Prix du Qatar. Exactement. Qu'on va voir. Qu'on va voir pour la première fois. Oui, un nouveau circuit qui devait faire son apparition en 2022, mais qui devance son apparition. Des images qu'on a vues, ça ressemble quand même beaucoup au circuit de Bahreïn. Oui, circuit intéressant pour les pilotes. Une belle variété de courses. Oui, encore un circuit dans le désert. On en a quelques-uns. Donc, le Grand Prix d'Australie est annulé. Le Grand Prix du Canada, vous le savez, malheureusement, pour une deuxième année de suite, annulé. Remplacé par le Grand Prix de Turquie à l'époque. Le Grand Prix de Turquie en juin a été annulé et remplacé par le Grand Prix de Styrie en Autriche. Donc, la Turquie... Je chercher un papier crayon, ça n'a pas de sens. La Turquie vient, repart, est annulée et tout ça. Le Grand Prix de Singapour, qui devait avoir lieu en octobre, a été annulé. Et c'est là que le Grand Prix de Turquie est revenu dans le calendrier. Exact. Le Grand Prix du Japon, lui, a été complètement annulé. Il n'a pas été remplacé par aucune course. C'est pour ça qu'on se retrouve avec 22 courses au total au lieu de 23. On a parlé du Grand Prix du Qatar qui va avoir lieu en novembre. Au final, 22 courses. Il en reste 6. Exact. 3 en Amérique. Mexique, États-Unis, Brésil, et 3 au Moyen-Orient. Au Moyen-Orient. On finit la saison le 12 décembre à Abu Dhabi, circuit qu'on connaît maintenant bien. Et les 2 autres courses, toujours au Moyen-Orient, au Qatar et en Arabie Saoudite, 2 nouveaux circuits. Ça risque d'être intéressant. Tout à fait. D'après les experts, pour des prévisions du combat Mercedes-Red Bull, il y aurait 4 de ces circuits qui seraient un peu plus avantageux pour Red Bull et 2 pour Mercedes. Donc, ça peut vous enligner si vous avez des paris à faire. Le circuit d'Arabie Saoudite, d'ailleurs, est un circuit de ville, on peut le dire. C'est vraiment pratiquement en ville, sur le bord de l'eau. Pas Monaco, là, mais... Mais on pourra probablement l'appeler le Monaco du Moyen-Orient, éventuellement. Éventuellement, ça pourrait être un surnom qu'on pourrait lui attribuer, oui. Alors, voilà pour le calendrier. Parlons maintenant du balado. Moi, il y a un balado dont je voulais absolument vous parler. C'est F1 Beyond the Grid. Évidemment, c'est en anglais. C'est animé par Tom Clarkson, qui gravite autour de la F1 depuis très, très longtemps. Au-dessus de 25 ans, certains. Il connaît beaucoup de gens. Oui. Ce que j'aime de ce balado-là, c'est que ce sont des entrevues de fond. Donc, on parle à une personne pendant 60 à 90 minutes et on fait le tour de la carrière de ce que cette personne-là fait. On rencontre beaucoup de pilotes, on rencontre aussi des ingénieurs, on rencontre des stratégistes, on rencontre des constructeurs. Des entrevues de fond. Vraiment des entrevues de fond. Donc, on parle de Patrick Head, ancien qui a sauvé Williams. Qui a sauvé Williams. Après l'accident de Frank Williams. Sans Patrick Head, sans la femme de Frank Williams aussi, Williams aurait probablement tombé dans les années subséquentes. Alors, c'est lui qui a sauvé l'équipe. On a parlé à Jock Clear, l'ancien ingénieur de Jacques Villeneuve, qui travaille maintenant pour Ferrari. Exact. Donc, c'est vraiment intéressant. Et moi, les 2 entrevues qui m'ont vraiment intéressé dans les dernières semaines, parce qu'il y en a une par semaine qui sort sur le balado, c'est celle avec Nikita Maspin et Nicolas Latifi, 2 pilotes dont on ne vante pas toujours les mérites sur la piste. C'est le moins qu'on puisse dire. Avec tu as tout à fait raison. C'est parce que pour plusieurs, ils sont arrivés en Formule 1 beaucoup plus grâce à l'argent qui gravite autour d'eux que par leur talent. Mais comme tu disais, ils ont une carrière avant, ils ont fait des choses. Tout à fait. Et quand on les écoute pendant 75 minutes, parler de leurs aspirations, de leur motivation, de leur vie, de comment ils voient la F1. Moi, personnellement, ça a changé ma perception de ces 2 pilotes-là. Vraiment. C'est ce que moi, la question que je me posais suite à ça, c'est l'an prochain, les budgets vont être de beaucoup réduits partout. Oui. Est-ce qu'éventuellement, ce genre de pilote-là va avoir encore sa place en F1? Peut-être pas. Il y a peut-être d'autres gens qui ont un petit peu moins de sous,
un peu plus de talent, vont démontrer d'autres choses. Parce qu'on combien qu'on en a vu qui ont gagné des championnats en F2, en F3, puis on ne voit pas encore, là. Tout à fait. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas les fonds nécessaires, ils n'ont pas la commandite, etc. Il y a peut-être quelque chose qui va changer dans les prochaines années avec ça. Très bonne remarque. Très bonne remarque. Si vous êtes un amateur de F1, moi, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube de Formula One. Oui. Beaucoup de choses intéressantes. Vous allez y retrouver, entre autres, évidemment, les faits saillants de chacune des séances. Très bien fait. Si vous ne voulez pas passer 1h30, 2 heures devant votre télévision pour voir la course au complet, attendez un petit résumé de 15 minutes qui suit quelques heures après sur YouTube. C'est parfait pour ça. Moi, ce que je trouve particulièrement intéressant, c'est les communications radio. Ah, ça, c'est... Les communications radio les plus intéressantes de la course, ils font toujours une vidéo avec ça. Parce que si vous regardez le Grand Prix en direct, vous manquez le meilleur. Vous manquez la crème sur le gâteau, vous manquez les cerises sur le gâteau. Tout à fait. Et ils font toujours un résumé des communications radio des pilotes dans le tour de décélération après la course. Oui. Lorsqu'ils discutent avec leur écurie, quand l'écurie dit « Bon, ben, tu as fini 8e, tu as fini 12e juste les réactions des pilotes, c'est vraiment... On peut apprendre des choses de ça. Absolument. Évidemment, il y a aussi beaucoup d'analyses techniques qu'on peut retrouver là. Donc, on vous le recommande. Une petite parenthèse sur ces commentaires-là. Ce qui est toujours le plus plaisant là-dedans, c'est le dernier Grand Prix de l'année. Oui. Et surtout quand le gars sait que c'était sa dernière course, ça devient très émotif pour plusieurs d'entre eux. Tout à fait. Vous ne viendrez pas les larmes aux yeux, là. Mais c'est quand même le fun à écouter. Ouais. Tu vois comment la relation que les gens ont développée. Surtout, hâte d'entendre Bottas à la fin de cette saison, parce que ça fait quand même depuis 2017. Oui, il va sûrement avoir je pense des bons mots pour autant pour d'émotions qu'un Finlandais peut avoir, là, oui. Mais ça risque d'être intéressant quand même. Tout à fait. Passons maintenant au Grand Prix de Russie, l'avant-dernier Grand Prix qu'on a vu. On parlait de pluie à notre dernier épisode à cause de la Belgique, mais là, on a été servi en pluie en Russie aussi. Là. Oui, surtout en qualification. Bien, ça va me permettre de faire une sorte de parenthèse d'analyse de la relation parent-adolescent dans cette ère des enfants rois. OK, bon, on va en revenir. Ça, c'est à la fin de la course que ça s'est passé. À la fin de la course en Russie je veux qu'on parle des qualifications. Et en Turquie aussi. Oui, c'est ça. Mais je veux qu'on parle des qualifications avant. Absolument. Verstappen partait du fond de la grille, on le savait, parce qu'il a changé des pièces qui faisaient qu'il était pénalisé. Il partait 20e. Mercedes a décidé de demander à Bottas de reculer de 15 places sur la grille en changeant des pièces. La stratégie derrière ça, c'était de bloquer Verstappen en fond de grille pour éviter qu'il prenne de l'avance. On sait ce que ça a donné. Ben moi, d'après moi, la discussion de Toto Wolff et Valtteri, ça a été « OK, je vais te mettre 15e, comme ça tu vas bloquer l'autre. » C'est où il est sorti, puis il a fait à sa tête, il ne l'a pas bloqué du tout. Il a été 6 tours derrière lui, mais dès qu'il y a eu une manœuvre de dépassement, Valtteri n'a absolument rien fait pour le bloquer. Je pense que Valtteri a une réputation aussi. C'est pas ce genre de pilote-là. Tout à fait. OK? Alors, il ne voulait pas embarquer là-dedans. Moi, il ne l'a pas fait. Et de toute façon, je n'ai pas compris. Si Valtteri avait été, par exemple, 3e ou 4e, il aurait pu être 3e et 4e, attendre que Verstappen remonte le classement et le bloquer rendu là pour éviter que ça remonte jusqu'à Hamilton. Tout pour le premier pilote. Puis en plus, on aurait vu comment le début de course se serait déroulé, ajuster les stratégies en fonction de ça. Valtteri s'est quand même bien débrouillé parce qu'avec la pluie à la fin, il a eu l'intelligence de changer de pneu au bon moment, comme plusieurs autres, et puis il termine 5e, si je me rappelle. Oui, c'est ça. On va revenir quand même aux qualifications parce que ce qui est intéressant, c'est qu'on voit Lando Norris en pole position, Carlos Sainz derrière lui et George Russell, 3e en qualification. Bon, la pluie, il y a des conditions, il y a des était là au bon moment dans la dernière minute, tout était timing parfait chez Williams. Bravo à eux. Tu n'as pas démérité. Là. Mais c'est intéressant de voir ces trois jeunes-là dans une conférence de presse d'après-qualif. Bon, un peu d'indiscipline, là. Mais c'est des jeunes qui se connaissent, qui courent ensemble depuis un bout de temps. Exact. Et je pense que c'est l'avenir de la F1 qu'on a vu en qualif tout à fait. En Russie. Si on revient à la course, Sainz a pris la tête au départ, mais Norris l'a rapidement, là, au 13e tour, est revenu devant. Plus en forme à ce moment-là. Et Norris a gardé la tête jusqu'à la fin de la course, où la pluie s'est invitée à 5, 6, 7 tours de la fin. Ça commençait à être brumasseux un petit peu, 7e tour, 6e tour avant la fin. Et c'est là que je veux que tu nous parles de la relation parent-adolescent. Oui, parent-ado dans cette ère d'enfant roi. Écoute, Lando a une victoire devant lui. Je peux comprendre. Jusqu'à un certain point, ça panique. OK, je veux rester en piste, mes pneus sont corrects, ces pneus sont corrects. Mais là, il se fait dire, par quelqu'un qui est assis devant un écran,
qui ne fait pas de la météorologie, qui fait de l'analyse de microclimat. Oui, tout à fait. C'est pas que je suis à Trois-Rivières, là, il y a de la pluie qui s'en vient, probablement. C'est pas ça. Là. Il y a de la pluie de telle intensité dans le virage 4 à telle heure. Exactement. C'est ça et ça s'en vient, ça va couvrir le circuit à un moment donné, au moins le 3/4 du circuit. Tu as besoin de changer de pneus là. Mais lui a la victoire devant lui. Là, non, je vais être capable. Il n'y a rien de pire que des slicks dans des conditions de pluie. On l'a vu. Lando a perdu sa course à ce moment-là, n'arrivait plus. En plus, 850, 900 chevaux, les projets, ça ne fonctionne pas. Ouais. Donc, il est obligé d'arrêter. Termine finalement 7e, si je me rappelle bien. Et c'est ça, il termine 7e alors que Hamilton et Norris avaient à peu près 45 secondes d'avance sur la 3e place de cette course-là. C'est donc, ça. Il aurait très bien pu... Ouais. Entrer au puits, changer ses pneus pour des pneus intermédiaires et ressortir. Il était assuré de la 2e place. J'espère qu'il a appris quelque chose. Parce que là, il a perdu sa première victoire. Tout à fait. Parce qu'il n'a pas écouté son écurie. Puis en général, ces gens-là, c'est pas des têtes de Turcs, là. Ouais. Okay. Rien contre les Turcs, là, en passant. Mais sérieusement, il avait toute l'information, il lui donne l'information, il ne la prend pas, il gère ça comme un débutant. Ouais. C'est malheureux, mais c'est un débutant aussi. Apprenons de ça, M. Norris. Dans sa tête, par contre, il avait perdu la première place au Grand Prix d'Italie alors qu'il avait terminé derrière son coéquipier Ricardo. Pour lui, c'était sa première victoire. Il la voulait absolument. On se rappelle de son commentaire d'ailleurs. Hein? Est-ce que vous êtes sûr que c'est la meilleure chose pour l'écurie que Daniel soit premier? Moi, c'est ça qu'il voulait dire. Il n'a pas complété la phrase. Là. Tout à fait. Je le dis pour lui. Là. Ouais. Alors, oui, il a perdu. Mais là, il l'a perdu encore. Oui, je pense qu'il a appris. Et il ne faut pas passer sous silence la 100e victoire de Lewis Hamilton en F1. C'est exceptionnel. C'est exceptionnel, 100 victoires. 7 championnats, peut-être un 8e cette année, même si moi, si j'avais 5 à mettre à la table, ça serait plus pour Max Verstappen. Ouais. On passe au Grand Prix de Turquie maintenant. Yes. Encore de la pluie. Ben oui. Encore de la pluie. Tout le long. Tout le long. Dans la 2e session d'essai libre, on parlait tantôt des vidéos et des communications radio. Bien, on en a une très, très bonne de Raikkonen dans ces vidéos-là où son système d'alimentation en eau pour lui-même, pas pour la voiture, ne fonctionne encore pas. C'est pas la première fois de la saison. Non, je pense que c'est arrivé au moins 3 ou 4 fois chez Ferrari, entre autres. Une fois ou 2 chez McLaren à l'époque. Écoute, Kimi semble avoir un problème avec ça. Je pense que c'est quelque chose. C'est tellement un détail. Les mécaniciens ne s'attendent pas à ça. Il y a bien d'autres choses à gérer que la bouteille d'eau du pilote. Les pilotes doivent. Ben oui. Là, Kimi, à mon avis, c'est lui qui la bouteille n'est pas connectée. Il est arrivé souvent dans sa carrière, mais fais-toi-en pas, Kimi. Il reste 6 courses. Après ça, tu vas pouvoir boire tout ce que tu veux quand tu voudras après. Bottas, le tour du chapeau en Turquie quand même. Pole position, victoire, meilleur tour. Pas de stress. Ce gars-là, il est extraordinaire. Après un Grand Prix de Russie, c'est ça, pas de pression. Oui, en Russie, il termine 5e parce qu'il a fait la bonne stratégie de pneu, parce que sans ça, il était largué en arrière avec son bateau, ça n'allait pas du tout. Tout à fait. Là, gagne la course, prend un départ exceptionnel, réussit à rester en avant, à contrôler Max Verstappen, c'est quand même pas n'importe qui, et Max est excellent sur la pluie aussi. Fait que bravo. Est-ce que c'était sa dernière victoire en F1 en carrière? Peut-être. Bon, il y a encore des chances cette année, peut-être, quelques-unes. Mais on verra aussi, comme on disait la dernière fois, tout change en 2022. Peut-être qu'Alfa Romeo va pouvoir se battre pour des victoires. Là, en ce moment, Max est en avant de Lewis. Parce que Lewis aussi a fait son enfant roi pendant la course. Il a pris la bonne décision. Est-ce que ces 6 points-là qu'il a en avance maintenant sur Lewis grâce à l'erreur de Lewis au niveau du changement de pneus vont être pertinents à la fin? Ça va peut-être changer la donne. Mais est-ce que la victoire de Valtteri devant Max Verstappen, parce qu'il l'a privé de plusieurs points? De plusieurs points, c'est 7 pour la victoire. C'est ça, plus le point. Tout à fait. Ça risque aussi de jouer. On va le savoir dans comme on se disait en dehors des ondes, ça va se décider, le championnat pourrait se décider avec Perez et Bottas et non Hamilton et Verstappen. Je suis content que tu ramènes ça, parce que j'y pensais plus, mais tu as tellement raison. C'est les deuxièmes pilotes qui vont vraiment prendre la décision là-dessus et celui qui va avoir le plus d'influence. Rappelle un peu le combat, Jacques Villeneuve, qui ne pouvait pas compter sur Frentzen, pas Sainz, alors qu'Eddie Irvine a été un lieutenant absolument extraordinaire pour le général Schumacher. Alors, on va voir lequel des deux va...
Va aider le plus son chef. Juste un petit mot, la bataille Pérez-Hamilton pendant presque un tour complet. Génial. Fantastique. Ouais. Beaucoup de respect entre les deux pilotes. Dans certains cas, on avait l'impression que c'était au ralenti parce qu'on était sous la pluie. Mais c'était une belle danse. Respect forcé peut-être. Oui, Pérez, s'il avait sorti Hamilton, voyez-vous le branle-bas de combat sur non seulement les réseaux sociaux, mais Toto Wolff et toutes les... ça aurait été terrible. Alors, mais très, très belle lutte, en tout respect. Alors, bravo. Je veux qu'on revienne aussi sur la pénalité de 5 secondes à Gasly pour la touchette dans les premiers virages après le départ. Pourquoi une pénalité? Si la F1 s'est rendu là, c'est rendu ça, là, celui qui chiale le plus va faire donner une pénalité à l'autre. Alonso l'a traité d'idiot. Regarde, voyons donc. C'est toi qui as littéralement coupé le chemin à Gasly. On était au départ, sous la pluie, Ben oui. 3 voitures de large. Alonso arrive à l'extérieur. Exact. Coupe à l'intérieur. C'était vraiment un peu spécial. Comme, bon. Ouais. Mais c'est juste 5 secondes, ça n'a pas changé. Au bout de la ligne, non, ça change rien. Belle course pour Carlos Sainz, qui a été élu pilote du jour d'ailleurs, passé de la 19e à la 8e place avec beaucoup de beaux dépassements. C'est vraiment un bon pilote, Carlos Sainz. Extrêmement fiable. Puis tu veux ça dans ton écurie. Tout à fait. Et malheureusement, on l'oublie souvent. Oui. Hein? C'est le pilote un peu oublié, un petit peu plus effacé, pourtant un très, très grand talent. Chez Ferrari, on ne l'oublie pas, là, parce que là, il y a un demi-point d'avance au classement sur Charles Leclerc, qui est supposément le pilote numéro 1 de l'écurie. Et supposément le futur de Ferrari. On verra. Donc, on termine en donnant un petit peu d'informations sur le classement. Mercedes a 36 points d'avance sur Red Bull. C'est pas extrêmement confortable, mais c'est intéressant. On peut quand même faire plus que 40 points d'écurie s'il y en a une qui rate complètement, mais on peut prévoir probablement que Mercedes devrait remporter. Entre McLaren et Ferrari, seulement 7,5 points qui séparent les deux écuries. C'est le combat. Ça, c'est le combat. Et c'est là que Norris aurait pu prendre une meilleure décision avec ses pneus en Russie pour donner plus de points à son écurie. Il va falloir qu'il pense à ça aussi. Évidemment, 6 poinns séparent Verstappen de Hamilton. Les deux pilotes jouent à saut de mouton. 6 changements. 5 ou 6. 5 ou 6 changements au classement belle cette saison année. pour ça. Un beau Tout à fait. Et on vient de le dire, les deux pilotes Ferrari sont pratiquement à égalité au classement. C'est vraiment intéressant. Merci beaucoup, Georges, pour cette autre émission. Ça a été toujours un plaisir d'échanger sur la F1. De notre côté, on vous invite à regarder notre prochaine émission et aussi aller voir sur notre chaîne YouTube parce que toutes nos émissions s'y retrouvent. Merci, à bientôt.